comparaison est assez violente. Bah, c'est vraiment ça, des chocs énormes, des muscles. Il faut s'imaginer juste une seconde subir l'équivalent d'un petit accident de voiture, mais toutes les semaines. Ah ouais, la comparaison est assez violente. Bah, c'est vraiment ça, des chocs énormes, des muscles qui sont étirés, mais jusqu'à la limite de la rupture, du cartilage qui s'effrite à chaque fois quand on atterrit dans saut. Et ça, faut l'imaginer répété pendant plus d'une décennie. C'est clair. Et sous les cris et les attentes de millions de personnes en plus. Totalement. C'est une réalité clinique qui est purement mécanique au final. Oui, et c'est exactement ce que subit le corps d'un défenseur central au niveau international. C'est une espèce d'accumulation silencieuse de micro-traumatismes. Que le public ne voit pas du tout depuis les tribunes, pour le coup. Bah non, parce qu'on est fasciné par le geste sportif, la beauté du mouvement. L'illusion est parfaite sur le terrain. Ouais, le maillot brille, le joueur a l'air indestructible, presque figé dans le temps, quoi. Mais la biologie a une horloge qui pardonne pas. Ah, ça, c'est sûr. La réalité cellulaire finit toujours par rattraper le mythe sportif. Et c'est justement cette confrontation qui rend notre exploration du jour super captivante. Notre mission pour cette plongée dans nos sources, c'est vraiment de décortiquer l'anatomie d'une fin de carrière au tout premier plan. Un vaste programme, on s'appuie sur quoi aujourd'hui? Alors, on part d'un article particulièrement riche, publié par le média sportif sénégalais Wisport. Il est daté du 3 avril 2026. On est vraiment dans un moment où l'effervescence autour de la Coupe du Monde est totale. Ouais, le bruit médiatique doit être assourdissant à ce stade. Exactement. Et au beau milieu de ce tourbillon, on a le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, qui prend la parole. Et avec une franchise qui détonne pas mal. C'est vrai que ces déclarations, qui viennent d'un entretien avec Mediacarrière à l'origine, offrent une matière vraiment rare. Pour recontextualiser, il a 34 ans, il évolue en club à Al Hilal, et c'est vraiment le pilier de la défense. Il a un palmarès hallucinant en plus, non? Ah ben, double champion d'Afrique, 10 années à défendre le maillot national et 103 sélections au compteur. C'est colossal. C'est ouf. Et dans l'article, il lâche cette phrase: Je pense que c'est ma dernière Coupe du Monde. Je ne vais pas faire un mondial à 39 ans. Voilà. Et quand un joueur avec son pédigré dit ça, il fait pas juste annoncer une date de péremption, tu vois. Il casse un peu le mythe, c'est ça? Exactement. Il pose un acte de rupture totale avec la psychologie habituelle du sportif de haut niveau. Bah, c'est une phrase qui m'a fascinée quand on préparait cette analyse. L'analogie qui m'est tout de suite venue, c'est l'art de savoir quitter une fête qui est mémorable. C'est-à-dire? Bah, partir au moment précis où la musique est encore bonne, où l'ambiance est au top, au lieu de s'entêter, au lieu de devenir la personne de trop qui finit par s'endormir sur le canapé quand on rallume la lumière, quoi. Ah oui, l'image est excellente. Mais du coup, je me pose une question sur la mécanique mentale qu'il faut pour faire un tel aveu. Parce que le logiciel interne en athlète, normalement, c'est de nier la limite, non? Totalement. Pour arriver au sommet mondial, ton cerveau doit littéralement apprendre à ignorer les signaux d'alarme du corps. Genre, tu as mal, mais tu fonces quand même. C'est ça. C'est comme rouler sur l'autoroute avec le voyant du moteur qui clignote en rouge et tu décides juste de mettre un bout de scotch sur le tableau de bord. C'est dangereux, ça, hein? C'est ce déni de la vulnérabilité qui construit les légendes. Mais le coup, souvent, c'est une fin de carrière tragique. La blessure de trop, le match où on est dépassé. Ouais, l'humiliation sur le terrain, mais la lucidité de Koulibaly, elle s'explique beaucoup par son poste et par ce cap des 100 sélections. Un défenseur central, il peut pas tricher. Contrairement à un attaquant. Exactement. Un attaquant qui perd un peu en vitesse, il va compenser par son placement, son flair, il va planter son but. D'accord, je vois. Mais le défenseur central, lui, il est dans la réaction permanente. Si tes fibres musculaires mettent un dixième de seconde de plus à réagir à une feinte, Bam, c'est un but encaissé. voilà. Accepter cette réalité purement mathématique de la part de Koulibaly, ça demande une intelligence émotionnelle qui est très largement au-dessus de la moyenne. Il fait carrément le choix d'écouter la biologie plutôt que son ego, en fait. Et une fois que cette ligne d'arrivée, elle est acceptée dans sa tête, la source nous amène sur la gestion concrète de cette fin de parcours. Et c'est là que la dynamique de groupe devient intéressante. Oui, parce que les détails de l'article de Viewsport sont hyper intrigants là-dessus. Il dit vouloir accompagner les plus jeunes, ceux qui, je le cite, frappent à la porte et méritent de faire partie de cette équipe. Bon, le discours du grand frère qui passe le relais, c'est un grand classique. Ouais, c'est classique. Mais c'est le mot qu'il utilise juste après qui m'a fait faire un arrêt sur image. Il dit vouloir aborder cette Coupe du Monde, je cite encore, tranquillement. Ah oui, ce fameux « tranquillement » qui paraît en contradiction totale avec le reste de nos sources. Mais une contradiction monumentale. On parle de la Coupe du Monde, là. L'événement sportif le plus suivi sur Terre.
Et pas n'importe comment au Sénégal, en plus. Bah oui. L'article mentionne un truc économique qui donne carrément le vertige. L'engouement est tellement dingue que des billets pour voir jouer le Sénégal se revendent à plus de 1,5 million de francs CFA l'unité. C'est énorme. Mais oui, quand une place de stade coûte ce prix-là, ça veut dire que chaque passe, chaque décision sur le terrain, ça porte un poids dingue. L'attente de toute une nation, plus un investissement irrationnel des supporters. C'est une vraie fournaise environnementale. C'est ça. Et du coup, je me demande vraiment comment, par quel mécanisme psychologique, on peut filtrer une telle pression pour espérer jouer tranquillement. En fait, la clé, c'est de comprendre sa fonction de leader en fin de cycle. Il ne dit pas que le tournoi sera facile ou tranquille sur le plan de la compétition. Ah d'accord, c'est une posture, alors, complètement délibérée. Face à cet environnement en fusion, avec tes billets à 1,5 million, imagine le jeune de 20 ans qui découvre ça. Il risque juste l'implosion. Ouais, les jambes qui tremblent, la peur de rater la passe. Exactement. Le rôle du capitaine de 34 ans, qui a déjà digéré sa propre finitude, c'est de se transformer en une sorte de bouclier thermique. Oh, l'image du bouclier thermique, c'est très parlant. Ça me fait penser à ces amortisseurs sismiques qu'on met sous les très grands gratte-ciel, tu sais. Ah ouais, très bonne comparaison. La tempête fait rage dehors, la terre tremble, mais à l'intérieur, les vibrations sont absorbées pour pas que tout s'écroule. C'est exactement la dynamique qu'il installe dans le vestiaire. Il absorbe l'onde de choc populaire et médiatique. Et en banalisant la pression publiquement, en s'affichant hyper zen, il modifie l'écosystème de toute l'équipe. Voilà, sa sérénité impose un autre rythme. Et quand il dit vouloir donner le flambeau, c'est pas juste donner sa place sur le terrain. C'est une vraie méthode de transfert de compétences sous haute tension. C'est un peu l'encre du bateau, quoi. C'est ça. La nouvelle génération peut y aller à fond, prendre des risques, parce qu'elle sait que l'encre est là, derrière, pour stabiliser si ça dérape. D'ailleurs, l'article souligne aussi qu'il garde une petite idée derrière la tête pour la suite, mais sans s'épancher. Oui, il ne veut pas polluer le collectif avec sa propre reconversion. Ça fait vraiment partie de sa méthode. Mais en élargissant notre vision sur toutes les sources, il y a un panorama bien plus grand qui apparaît. Ah, on sort du cas individuel. Complètement. Le départ de Koulibaly, c'est pas du tout isolé. On n'assiste pas juste à une retraite, on assiste à un mouvement tectonique pour tout le sport sénégalais. La synchronicité est frappante chez les cadres historiques, c'est vrai. Franchement, on a l'impression de regarder la dernière saison d'une série légendaire. Tu sais, le moment où tous les personnages principaux convergent vers la fin de leur arc narratif en même temps. C'est une belle façon de le voir. Et Sadio Mané est dans la même dynamique, selon nos sources. Exactement, il laisse entendre que 2026, c'est aussi sa ligne d'arrivée au mondial. Et puis, il y a Edouard Nandi. Son cas est super fascinant dans l'article. Oui, la source mentionne sa situation lors de la trêve de mars 2026. Voilà. Il est absent du terrain, mais il est décrit comme brandissant le brassard du football africain dans un autre rôle. C'est un changement de dimension totale pour lui. Et pendant que ces géants préparent la sortie, on a carrément l'autre extrême. L'article mentionne des équipes U18 de rugby à 7 en plein stage à Thiès. Pour préparer les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar en 2026, oui, Du coup, ça nous montre vraiment un écosystème en pleine mutation, non? totalement. Ce qui se joue en 2026 pour le Sénégal, c'est ce croisement parfait. Le crépuscule de l'époque dorée d'un côté et l'aube d'un nouveau projet national de l'autre. Mais le fait que Koulibaly et Mané partent en même temps, ça laisse un vide énorme. Historiquement, dans le sport, quand une génération dorée part d'un coup, on appelle ça la traversée du désert. Des années sans résultat pour reconstruire. Parce que l'institution s'est trop reposée sur ses stars vieillissantes, c'est ça, hein? Souvent, oui, l'anticipation manque. Est-ce qui amène une sacrée question pour ce mondial? Sachant que c'est la fameuse dernière danse de ces cadres, est-ce que ça rend le groupe vulnérable face à des jeunes équipes? Ou alors est-ce que ça leur donne un supplément d'âme de dingue? C'est souvent un double tranchant. Mais ici, avec la façon dont c'est orchestré, je dirais que ça penche vers une force redoutable. Ah ouais? Pas de crispation? Non, parce que le processus de deuil de leur carrière, il est déjà assumé et verbalisé, comme l'a fait Koulibaly. Ça crée un contrat hyper clair. Du genre, les anciens donnent tout pour protéger la baraque. Et les jeunes ont l'obligation de courir 2 fois plus pour honorer leurs aînés. C'est une alchimie qui pousse l'engagement bien au-delà de la normale. Une vraie synergie de survie collective en somme. Et ce qui est fou, c'est la transmission du pouvoir à plusieurs niveaux. Si on reprend Edouard Mendy, c'est très illustratif. Oui, Mendy démontre que l'influence ne s'évapore pas, elle se déplace. Passer au leadership institutionnel, c'est crucial. Ils intègrent les instances, ils paient sur les fédérations. Exactement. Ils négocient pour les futures sélections, ils construisent le cadre pour que la relève puisse évoluer. Ce qui fait le pont parfait avec la jeunesse dont on parlait.
Parce que mentionner du rugby à 7 U18 dans une analyse sur le foot, ça peut paraître hors sujet au premier abord. Sauf que le fil rouge, c'est l'année 2026, c'est l'année pivot. Voilà. Le mondial en Amérique du Nord clôture le chapitre des champions, et les JO de la jeunesse à Dakar ouvrent la décennie suivante. C'est la culture sportive de tout un pays qui s'adapte, pas juste le foot. Et ça force à penser en termes de système, pas d'individus. Ces jeunes rugbymen, ils grandissent avec l'image d'un Mané ou Koulibaly. L'exigence est déjà au niveau mondial dans leur tête. C'est un vrai modèle de gestion anticipée pour le coup, et je trouve que cette analyse déborde complètement du rectangle vert. L'idée fondamentale qu'on peut en tirer, au-delà du sport, c'est l'intelligence de la bascule. Savoir identifier avec froideur le moment où nos capacités croisent les besoins de l'organisation. Passer de star à mentor, c'est pas une régression. Au contraire, c'est une évolution de carrière majeure. Organiser sa succession avec élégance plutôt que de s'accrocher au pouvoir. Que ce soit dans un conseil d'administration, en recherche ou sur un stade, préparer le terrain, c'est vraiment la marque des grands leaders. Un leader qui part en laissant un champ de ruines a peut-être brillé, mais il a raté sa transmission. Ici, l'architecture mentale est sécurisée par le capitaine. Ce qui amène une réflexion profonde pour conclure. Quand toute une génération tire sa révérence, est-ce que la culture de la gagne, cette exigence forgée dans la douleur, elle survit dans les fibres du maillot? Bonne question. Est-ce que ça se transmet de manière invisible? Ou alors est-ce qu'on est condamné à bégayer, à obliger la relève à rallumer la flamme totalement à partir de zéro? Le flambeau passe de main en main en ce moment même. L'avenir dira si la flamme résiste au vent. On le verra très bientôt. L'esprit doit rester grand ouvert et cette plongée se termine ici. Merci à notre audience de nous avoir accompagnés. On se retrouve très vite pour décortiquer ensemble de